Date limite des transactions. Comment avez-vous trouvé la... C'était pas... avouons-le, c'était pas la date limite des transactions la plus excitante de l'histoire du hockey. Ceci étant dit, je vais quand même faire l'exercice des équipes qu'on pourrait qualifier comme étant les équipes gagnantes, des équipes perdantes, surtout une équipe qui, je pense, qui ressort de l'exercice amoché, disons, ou qui nous laisse sur notre appétit, et bien sûr analyser la situation du Canadien de Montréal qui a pris finalement la décision de ne pas bouger. Donc débutons avec le Canadien. Finalement, le domino qui devait tomber pour permettre à Kent Hughes d'être dans le camp des acheteurs, visiblement, c'était de pouvoir échanger Patrick Laine, ce qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir, et soit que les équipes n'étaient pas intéressées à avoir le cas Patrick Laine avec son contrat, ou soit qu'ils étaient intéressés, mais Kent Hughes n'était pas intéressé, lui, à accompagner Patrick Laine d'un choix, peut-être d'un choix de deuxième ronde, encore pire, peut-être même d'un choix de première ronde, pour permettre aux Canadiens de se soulager du contrat de Patrick Laine. Donc, il reste ici. Ça éliminait le Canadien de dossiers comme si le Canadien a déjà été dans le dossier Robert Thomas ou Jordan Kyrou avec les Blues, ou de joueurs comme Nazem Kadri aussi, qui auraient pu remplir un rôle sur le centre du deuxième trio. Donc, le Canadien ne remplit pas les besoins qu'on pouvait identifier d'un ailier sur un trio plus offensif, possiblement sur un premier trio, de centre sur le deuxième trio, d'un gardien de but, même peut-être aussi, avec l'incertitude devant le filet, ou comme on l'a souligné souvent aussi, d'un défenseur peut-être droitier sur une deuxième ou une troisième paire, un défenseur plus robuste. Donc, le Canadien ne répond pas à ces besoins-là. Ceci étant dit, on ne pourra jamais reprocher à Kent Hughes de dévier de son plan initial. Je pense que ça aurait été surprenant de voir Kent Hughes sacrifier un Michael Age ou un Alexander Zarovski, en plus d'un choix de première ronde, pour aller chercher un Robert Thomas ou un Jordan Kyrou, par exemple. Faut pas oublier non plus que le Canadien, dans son groupe de meneurs, là, on peut l'appeler comme ça, le joueur le plus vieux de ce groupe-là, c'est Nick Suzuki, puis il a 26 ans. Donc, les Michael Age et les Alexander Zarovski vont arriver, vont joindre un groupe de meneurs qui, pour l'instant, dans ce groupe-là, il y a des joueurs de 19, 20, 21, 22 ans qui sont déjà des joueurs d'impact. OK. Donc, du côté des gagnants, la première équipe qui s'est inscrite dans le camp des gagnants, selon moi, ce sont les Ducks d'Anaheim, qui ont fait l'acquisition de John Carlson contre un choix conditionnel de première ronde, soit en 2026-2027, c'est pas encore établi, et de troisième ronde. Et au moment où j'enregistre cette capsule-là, on est vendredi sur l'heure du souper, les Ducks sont au deuxième rang de la division Pacifique. C'est une équipe qui est peut-être en avance un petit peu sur son développement et qui avait un besoin à droite du côté de la défense. À gauche, on est correct avec Jackson Lacombe et Owen Zellweger. Du côté droit, on avait Jacob Trouba et Radko Gudas, qui étaient les deux premiers défenseurs à droite, deux défenseurs robustes, mais qui n'apportent pas une touche offensive très élevée. Carlson va l'apporter. Il connaît encore une bonne saison avec les Capitals, 45 points, 56 matchs, utilisé plus de 22 minutes depuis le début de la saison. Et pourquoi je dis que les Ducks ressortent gagnants de cet exercice-là, c'est que ça a coûté un choix de première ronde. John Carlson est joueur autonome à la fin de la présente saison, mais je ne serais pas surpris de le voir s'entendre, surtout que Trouba et Gouda sont aussi joueurs autonomes sans compensation, donc il pourrait y avoir de la flexibilité pour donner une prolongation de contrat à John Carlson. Et si on compare avec l'Avalanche qui a donné un choix de première ronde pour faire l'acquisition de Nicolas Roy, je pense qu'on peut féliciter les Ducks d'avoir donné aussi un choix de première ronde et de troisième ronde pour faire l'acquisition de John Carlson. Également dans le camp des gagnants, coup de théâtre à la fin de la journée parce que ça ne s'alignait pas comme ça du tout. Mais l'Avalanche du Colorado qui va chercher les services de Nazem Kadri. Et dans les semaines qui précédaient la date limite des transactions, j'espérais voir l'Avalanche aller chercher des joueurs qui pouvaient contribuer offensivement à l'attaque. Parce qu'on a du talent élite chez l'Avalanche. On a peut-être deux des trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Nathan McKinnon et Cal McCarr. Mais après ça, ça descend quand même rapidement. Tu as des joueurs comme Brock Nelson qui connaît une excellente saison, mais justement, Brock Nelson a participé aux Jeux olympiques, va peut-être être essoufflé un petit peu à la fin de la saison. Gabriel Landeskog a sa première saison complète depuis que l'Avalanche a gagné la Coupe Stanley, et depuis le 1er janvier, l'Avalanche a une fiche de 11 victoires, 8 défaites, une défaite en surtemps. Donc, c'est plus l'équipe qui roulait à un rythme légendaire, historique dans la première portion de la saison, et l'acquisition de Nazem Kadri va venir
épauler des joueurs comme McKinnon, comme Martin Necas aussi à l'attaque. Tu regardes la deuxième unité en avantage numérique de l'Avalanche, il y avait de la place pour ajouter du talent. Et puis, c'est une équipe qui a remporté la Coupe Stanley, mais c'est une équipe aussi qui s'est essoufflée lors des dernières saisons, avec des exclusions au premier tour, au deuxième tour, depuis la victoire de la Coupe Stanley. Donc, Nazem Kadri apporte... Il y a encore un contrat relativement imposant à 7 millions pour les 3 prochaines saisons après celle-ci, mais c'est un joueur quand même, c'est un joueur talentueux qui peut encore évoluer sur l'avantage numérique, qui a l'expérience des séries, évidemment, qui a remporté la Coupe Stanley avec l'Avalanche, puis qui a quand même une production de 44 points, même si ça fait un certain moment, là, il est âgé de 35 ans, mais une production de 44 points en 52 matchs, et l'Avalanche sait quel genre de joueur obtient en faisant l'acquisition de Nazem Kadri. Coup de chapeau aussi aux Wings et aux Islanders. Les Red Wings, on a fait l'acquisition de Justin Fox, ça a coûté un choix de première ronde. Et les Islanders, on a fait l'acquisition de Braden Shen aussi, entre autres, contre un choix de première ronde. Pourquoi je dis félicitations à ces deux équipes-là? Oui, ça a coûté cher. Sauf que dans l'Est, si tu écartes les Hurricanes et le Lightning, qui je pense qu'ils sont peut-être une coche en haut des autres équipes, il y a un groupe d'équipes, et j'inclus le Canadien là-dedans, les Sabres, les Islanders, les Red Wings, les Penguins, les Bruins, le Canadien. C'est assez difficile de savoir qui va sortir dans l'Est, dans ce groupe d'équipes-là. Comment on peut prédire qui remporte un 4-7 entre ces deux équipes-là? Et je pense qu'à ce chapitre-là, sans faire un coup de circuit, notamment pour les Red Wings, ce qui est une équipe où il y a des jeunes joueurs, mais aussi des vétérans, je pense qu'on a fait peut-être un pas en allant chercher Justin Falk, un défenseur droitier qui est encore utilisé plus de 20 minutes par match, pour peut-être se distancer, peut-être pas, mais se donner une longueur d'avance en séries éliminatoires. Du côté des perdants maintenant, j'avais jusqu'à 4 heures vendredi, j'avais deux équipes. L'Avalanche, que je trouvais qui avait été très timide, et puis finalement, la transaction de Nazem Kadri est arrivée. L'autre équipe qui finalement a très peu bougé, si ce n'est que l'acquisition de Connor Murphy à la défense, ce sont les Oilers d'Edmonton. Et la pression a commencé à monter pour les Oilers qui ont atteint la finale de la Coupe Stanley lors des 2 dernières saisons. Présentement, les Oilers ont seulement 4 points d'avance sur la première équipe exclue des séries qui sont présentement les Sharks de San Jose. Donc, ils sont en bonne position pour participer aux séries, mais il n'y a rien de garanti. Et à partir de la prochaine saison, prolongation de contrat de seulement 2 ans de Connor McDavid qui va s'enclencher. Donc, les Oilers vont avoir une pression de gagner assez rapidement. On a fait le pari plus tôt cette saison d'échanger des problèmes. Donc, de faire l'acquisition de Tristan Jarry contre Stuart Skinner qui est passé au Pingouins. Puis ça a été catastrophique. Dans le cas de Jarry, une moyenne de buts alloués depuis qu'il est avec les Oilers de 3,85 avec un taux d'efficacité à 864. Donc, je pense que pour les Oilers, on va sentir la pression monter rapidement. On n'a fait aucune acquisition pour se positionner vraiment parmi les meneurs dans l'Ouest. Et si on a atteint la finale de la Coupe Stanley lors des 2 dernières saisons, il ne faudrait pas se surprendre d'une exclusion. Ce serait un cauchemar de ne pas participer aux séries, mais ce ne serait pas exclu non plus de se faire éliminer au premier tour ou au 12e tour cette année.